Cette année, pour vous évoquer en deuxième partie d'après-midi les nombreux projets de recherche, en zoomant sur ceux soutenus financièrement par la FAF ou soutenus par la FAF, on change de format pour avoir plus de personnes avec nous. On vous propose d'essayer de les faire à distance, donc ils sont tous là, mais vous les voyez pas encore, mais ils vont être à l'écran. On a de la chance d'avoir 12 présentations sur des sujets de recherche fondamentale ou clinique, mais aussi de prise en charge médicale et de rééducation. Parce qu'on va commencer par de la médecine et on va finir en sorte de miroir par de l'orthophonie. Et de fait, ça nous permet aussi d'avoir un aperçu de la richesse, de la variété et du dynamisme du monde de la recherche et du soin dans la taxie de Friedreich. Et on voulait aussi en profiter pour remercier tous ces chercheurs et scientifiques et médecins qui s'impliquent dans notre maladie. Professeur Courvoisier du CHU de Grenoble et qui va nous parler d'un traitement alternatif à la scoliose, enfin à l'arthrodèse, une alternative à la... C'est pas facile à prononcer arthrodèse, dans le traitement de la scoliose. Ça lui permet subtilement de partager ses slides. Voilà. C'est parfait. Oui, très bien. Parti. Donc moi je suis Aurélien Courvoisier, je travaille au CHU de Grenoble et je suis orthopédiste. Et donc comme vous le savez, dans le cadre de la taxie de Friedreich, il peut y avoir des scolioses. L'idée c'était de vous présenter une alternative à l'arthrodèse. Le traitement habituel, donc là je vous le passe, c'est le traitement habituel qu'on a quand on a une scoliose, quel que soit le type de cause. Donc, on dépiste, on voit si ça progresse. Si ça progresse, on met un corset. Et si c'est trop grave, on réalise une arthrodèse vertébrale quand la scoliose est trop sévère. Ça, c'est la prise en charge traditionnelle. La prise en charge un peu plus optimiste que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ça, c'est prise en charge traditionnelle, prise en charge plus optimiste. Elle inclut, à partir du moment où on a mis en route un corset, un autre type de traitement qui s'appelle la technique VBT ou Vertebral Body Tethering. En alternative à l'arthrodèse, quand le corset devient inefficace. Les principes sont simples. Voici schématiquement 3 vertèbres vues de face. Vous avez dans la convexité, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ça c'est la convexité. Les 3 vertèbres ici. Donc, dans la concavité, en général, ça grandit moins vite que dans la convexité. Et c'est ce qui fait que la scoliose s'aggrave au fur et à mesure du temps. Le principe de la technique, c'est de placer des vis par voie mini-invasive dans la convexité et de les relier par un câble. Un câble, une grosse corde, en pratique, ça ressemble vraiment à un lacet de chaussures de randonnée. Et puis, on réalise une correction le jour de l'opération. Et puis, c'est pas fini, puisque avec le temps, on va avoir une croissance plus importante du côté concave, cette fois-ci, que du côté convexe, avec un effet de guérison, de re-rectangularisation des vertèbres. Et c'est ce qu'on appelle la modulation de croissance. Alors, en pratique, ça donne ça sur quelqu'un qui n'a qu'une scoliose idiopathique. Vous voyez qu'au départ, le dos il est tordu. Juste après l'opération, on arrive à avoir une correction partielle. Et puis, au bout du compte, on a une correction progressive. L'avantage, c'est que ça laisse le dos souple. Voilà un autre exemple où vous voyez que dans le même principe, au bout de 3 jours, 3 jours après l'opération, on a une correction immédiate, mais avec le temps, on a même une correction progressive. On peut même avoir une hypercorrection qui peut conduire à une autre intervention qui a pour objectif de couper le câble sur les zones qui sont en train de s'hypercorriger. Vous voyez là, ce que ça donne cette fois-ci en fin de croissance. Et ça, c'est le dos de cette patiente. Donc, on est plutôt content. Ça marche chez les patients qui ont des scolioses idiopathiques. Vous pouvez faire aussi des scolioses lombaires et vous pouvez faire des scolioses doubles avec cette même technique. Voilà un garçon qui a une scoliose double et donc qui a un dos qui reste souple. L'objectif, vous avez compris, c'est la préservation de la fonction et pas que de la forme. Alors, est-ce que ça marche chez les patients qui ont une ataxie de Friedreich? On l'a essayé plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle je suis là. Vous voyez un patient qui avait une grande scoliose thoracolombaire droite, à qui a une correction immédiate, puis avec le temps, on voit que ça se corrige. Et c'est 2 ans post-opératoire. Voilà, un autre patient un peu identique
avec au fur et à mesure du temps, bon, là plutôt une stabilisation plutôt qu'une correction progressive. Ça ne marche pas à tous les coups, la modulation de croissance, mais là, on n'a jamais qu'à 2 ans post-opératoire. Et vous voyez un autre patient, par exemple, sur une courbure lombaire, pareil, qui est stable au bout de 3 ans post-opératoire. Alors, c'est super, mais ce n'est pas toujours prédictible. Donc, c'est déjà pas prédictible dans le cas de la scoliose idiopathique, mais quand on met en plus d'autres paramètres comme l'évolution naturelle de la maladie elle-même, eh bien, on peut se poser des questions sur l'évolution sur le très long terme. En revanche, ça ne nous coupe pas les ponts pour faire une arthrodèse si besoin en cas d'échec de la procédure. Et donc, ça pose le... Je suis désolée de vous dire, mais vous avez passé plus de 4 minutes. Donc, est-ce que ben vous voilà, arrivez à la on a conclusion? 4 minutes. Ah bah oui, parfait. Et que j'arrête donc. Merci. Merci beaucoup. Des questions? S'il y en a, je suppose. Pierre-Marie? Est-ce qu'on peut Oui. faire l'IRM? Oui. Elle sera artefactée par les vis, mais on peut la faire. Alors, j'en pose une petite. Vous avez opéré combien d'enfants avec une ataxie de Friedreich? À peu près 5, je crois. À peu près tout. Et avec combien de recul pour les patients que vous avez opérés depuis le plus longtemps? Et ben, ça va faire 5 ans, je crois, à peu près, c'est ça? 5-6 ans. 5 ans. Comment on sait si on est éligible à cette opération? Comment on sait si on est éligible à cette opération? Eh ben, il faut avoir une scoliose chirurgicale. Donc, c'est déjà le premier élément. Et le deuxième, c'est qu'il faut avoir de la croissance résiduelle. Donc, grosso modo, c'est pour une scoliose au-delà de 40-45 degrés, donc de Cobb, donc dans l'angle de la scoliose. Et puis, dans l'idéal, il faut être au moins, il faut être à Risser 0, c'est à l'indice de maturation du bassin qu'on appelle l'indice de Risser. L'idéal, c'est qu'il soit à 0. Après, il faut que la scoliose soit flexible, mais c'est ce qui est en général le cas chez ces patients. Merci. Est-ce qu'on peut faire du sport? On peut tout faire. Il n'y a aucune contre-indication. 0. Je peux prendre une dernière question, si vous voulez. Alors, quelle est la voie d'abord? Donc, c'est une voie latérale, en fait. On fait sur le côté. On passe entre les côtes. Quand c'est une scoliose thoracique, on va faire une thoracoscopie. Donc, on fait des cicatrices qui font 1,5 cm à peu près. Elles sont situées sous l'aisselle, globalement. Et par contre, quand c'est une courbure lombaire, on va faire passer plutôt du côté gauche. Quand c'est les lombaires gauches, et cette fois-ci, on va passer, pareil, un peu entre les côtes. Sinon, on fait ce qu'on appelle une lombotomie. C'est une petite cicatrice qui est vraiment sur le flanc gauche. Toujours pareil, en dessous de l'aisselle. Il n'y a pas de corset en post-op, il n'y a pas de corset? En général, j'en mets un quand même pendant 1 mois et demi, 2 mois, histoire que les enfants n'aillent pas trop vite, qu'ils se rééquilibrent un peu, parce que la récupération est tellement rapide sur certaines procédures que je préfère les freiner un petit peu, mais c'est plus contraphobique que vraiment très, très médical. Une dernière, quelques secondes. Oui, je voulais juste savoir comment ça se passe après l'opération. Donc, je viens d'entendre corset, et puis il y a de la kiné. Comment ça se passe? Est-ce qu'on touche directement? Est-ce qu'on est alité? Non, en fait, c'est des enfants qui sont mis debout le premier jour post-opératoire et qui, dans la meilleure des mondes, sortent au bout de 2 à 3 jours. Ça dépend l'abord et ça dépend l'importance de la procédure et comment ils récupèrent. Mais sinon, après, ils marchent et puis ils peuvent reprendre assez vite leurs activités. Eh bien, on vous remercie beaucoup. On n'a plus le temps à d'autres questions pour tout de suite. Mais merci pour cette présentation qui nous permet de penser à plus de fonctionnalités. On aura probablement d'autres questions plus tard et peut-être l'occasion d'en reparler. On passe la parole à Agnès Rotig de l'Institut Imagine. Donc, merci beaucoup. Je vais essayer de tenir mon temps, mais c'est vraiment pas gagné. Désolée. Donc, c'est pas grave. Je travaille à l'Institut Imagine et je vais vous raconter ce qu'on a fait il y a 2-3 ans maintenant. Avant, je vous rappelle pas que les déficits en frataxine qui sont la cause de l'ataxie de Friedreich sont dus à une anomalie de la protéine mitochondriale, vous savez tous. Mais moi, ce que je vais vous raconter, c'est comment se passe la régulation
de l'homéostasie, du métabolisme du fer dans cette maladie. Ok. Donc le fer, il va rentrer essentiellement parce qu'il est accroché à une protéine qui s'appelle la transférine, qui est ici, et cette transférine, avec le fer, s'accroche au récepteur à la transférine, qui est une protéine membranaire, qui va rentrer dans la cellule par invagination de la membrane et libérer son fer. Le fer, il peut aussi rentrer d'une autre façon par des transporteurs qu'on voit ici, et ensuite il est stocké dans une protéine, la ferritine, parce que le fer c'est quand même quelque chose indispensable mais très toxique, et puis il va ressortir grâce à une protéine qui s'appelle la ferroportine. Il y a tout un mécanisme qui permet de bien réguler la quantité de fer, qui fait que quand la cellule a besoin de fer, elle va en faire rentrer grâce au récepteur à la transférine, elle va éviter qu'il sorte et elle va limiter son stockage. Et inversement, quand la quantité de fer dans la cellule diminue, on va avoir le mécanisme inverse, c'est-à-dire qu'on va augmenter le récepteur à la transférine pour faire rentrer plus de fer, on va limiter la sortie du fer en limitant la ferroportine et on va aussi limiter son stockage pour qu'il soit utilisable partout où il faut. Et nous, on s'est intéressé à tous ces mécanismes de régulation parce qu'on a vu que les fibroblastes de patients avec ataxie de Friedreich, ils ne savent pas limiter l'entrée du fer quand on les incube dans un milieu riche en fer. Vous voyez ici, les 5 lignées de fibroblastes ont une quantité énorme de fer par rapport au contrôle. Ça veut dire qu'ils ne savent pas limiter l'entrée du fer. Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est qu'on a vu que dans ces fibroblastes, on accumule le récepteur à la transférine ici à la membrane par rapport au contrôle. Ça veut dire qu'il y a trop de récepteurs à la transférine ici, donc ça va faire rentrer beaucoup plus de fer. Et ça, une des raisons pour lesquelles on a ça, c'est que normalement, ce récepteur à la transférine, il doit accrocher des petites molécules de lipides, ici ça s'appelle du palmitate, qui va permettre de le faire bouger, de le faire décoller de la membrane, et comme il n'en a pas, il va rester accroché à la membrane. C'est la même chose pour ces transporteurs qui sont ici, et on a donc en fait dans l'ataxie de Friedreich un défaut de palmitoylation, qui est l'accrochage de cette petite molécule sur le récepteur à la transférine, ces transporteurs ici, et sûrement aussi beaucoup d'autres protéines. Et cette palmitoylation, comme elle est impliquée dans le trafic et la localisation des protéines, elle va modifier la localisation de ces protéines et induire une augmentation de l'entrée du fer et une surcharge en fer. Il se trouve qu'il y a un médicament qui s'appelle l'artésunate, qui est une molécule connue depuis très longtemps comme antimalarien, mais aussi comme anticancéreux, qui, c'est la chance qu'on a pour l'ataxie de Friedreich, est une molécule qui va traverser la membrane hémato-encéphalique, qui est connue pour induire la palmitoylation, donc l'accrochage de ces petits lipides sur le récepteur à la transférine, et qui a été démontré comme réduisant la surcharge en fer. Donc on a testé cette molécule dans les fibroblastes de Friedreich. Vous voyez que dans ces 5 fibroblastes, on a, comme je vous ai vu tout à l'heure, beaucoup trop de fer par rapport aux cellules contrôle. C'est les histogrammes blancs, et quand on les traite à l'artésunate, on réduit la quantité de fer presque au niveau des cellules contrôle. Donc ceci a donné lieu à un essai clinique que va vous présenter Arnold Munich juste après moi. Mais ce que je voudrais juste vous dire pour ce traitement, c'est que l'artésunate, il va agir sur la palmitoylation, simplement. Il y a sûrement beaucoup de protéines palmitoylées, comme le récepteur à la transférine, ces transporteurs, et d'autres qu'on voudrait identifier grâce à l'aide d'un projet qui a été subventionné par la FAF et la Fondation Maladies Rares. Mais on ne va pas tout guérir, c'est sûr. Si jamais on guérit quelque chose, ce ne sera pas tout, parce que je vous rappelle qu'il y a énormément d'autres protéines anormales qui sont la conséquence du défaut de la frataxine et qu'on ne pourra pas guérir ici. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. On est très loin, on est à Jérusalem pour un congrès justement sur ce qui nous occupe ce soir. Je prends la suite d'Agnès. Elle vient de vous dire que l'artésunate est capable de palmitoyler un grand nombre de protéines, dont le récepteur à la transférine, ainsi que d'autres protéines. Et cela aboutit in vitro à une réduction de la quantité de fer et à une reprise du trafic endocellulaire des micro-organelles. Donc,
ce que je voudrais vous montrer, c'est que, comme vient de vous dire Agnès, l'artésunate, qui est dérivé de l'artémisinine, est un antimalarien connu qui traverse la barrière hémato-encéphalique et qui est, en tout cas in vitro, capable de palmitoyler le récepteur de la transferrine et de contrôler le métabolisme intracellulaire du fer. Donc, il n'en fallait pas davantage pour que nous commencions un essai de phase 1-2, tolérance et efficacité, avec comme critère primaire de l'essai la tolérance, l'absence d'effets adverses et une amélioration de la quantité de fer intracellulaire mesurée dans les globules blancs. On a fait donc une étude qu'on appelle escalade de dose, où on augmente la quantité de médicaments de semaine en semaine, en commençant par 25 mg. On fait un point zéro, au bout de 7 jours, on fait un prélèvement, puis on arrête pendant une semaine et on fait un nouveau point. Puis, si le patient montre dans ses prélèvements une baisse de la quantité de fer, on s'arrête là. Si la quantité de fer n'a pas baissé, on continue pour une semaine et ainsi de suite pour la 3e semaine. Donc, il y a 3 paliers de doses qui ont été utilisés, 25, 50 et 75 mg. Il n'a été observé aucun effet adverse, j'y reviendrai. La dia suivante vous montre que sur les 20 patients, 20 jeunes garçons de plus de 40 kilos et de plus que 16 ans, un certain nombre ont répondu au premier palier, un autre nombre au palier suivant et 4 au palier supérieur. Alors, si je dois résumer les conclusions de cet essai de phase 1-2, je vous dirais que d'abord qu'il a été financé à hauteur de 125 000 € par des dons de donateurs qui voulaient aider la cause de nos enfants atteints d'ataxie de Friedreich, que cet essai est couvert par 2 brevets et la promotion de l'essai a été assurée par l'INSERM. Nous n'avons observé aucun effet secondaire, ni clinique, ni biologique, aucun effet adverse du traitement par l'artésunate par voie orale. Nous avons mesuré la pharmacocinétique du médicament et nous avons observé que le dérivé actif de l'artésunate, la dihydroartémisinine, était détecté dans le plasma de tous les patients. Je me suis calqué pour cet essai sur les travaux préalables de Krishna, qui a fait cela, c'est un collègue britannique qui a fait cela comme traitement adjuvant du cancer du côlon, et donc je me suis tout simplement calqué sur son travail pour déterminer les niveaux de dose 25, 50 et 75 mg. Alors, le critère primaire, c'est la quantité du fer intracellulaire. On a observé une grande variabilité de concentration intracellulaire parce que c'est un marqueur qui s'avère très difficile à manipuler. En tout cas, il y a une tendance à la baisse, et en particulier à la dose la plus élevée, il y a une franche réduction de la quantité intracellulaire du fer. On va utiliser un autre critère secondaire qui est la quantification de la ferritine, dont Agnès a pu montrer qu'elle baissait, qu'elle se normalisait lorsqu'on traitait les cellules des patients in vitro par l'artésunate. Donc, cet essai, cette quantification qu'on appelle par un test ELISA est en cours. Et je vous rappelle enfin que comme le récepteur de la transférine n'est pas exprimé dans les globules blancs, nous n'avons pas pu utiliser la palmitoylation du récepteur de la transférine, puisque le récepteur n'est pas présent normalement, je l'ai essuyé le contrôle, il n'est pas assez présent dans les globules blancs. Alors, pour compléter ce travail, Agnès et ses collaboratrices de Bordeaux, Emmanuel Tinan, font actuellement cet essai très pointu en protéomique sur les fibroblastes et les globules blancs de sujets traités par l'artésunate. Et comme elle vous l'a dit, nous avons l'intention d'aller vers un essai de phase 3. J'attire juste votre attention sur ce qu'elle a déjà dit, c'est que nous avons l'intention d'impacter le niveau de palmitation des protéines. Je ne sais pas la fraction de protéines qui sont sujettes à une dépalmitoylation. Évidemment, l'effet ultime de ce médicament, si on en observe, dépendra de la proportion des protéines qui sont dépalmitoylées dans l'ataxie de Friedreich. Donc, je pense que j'ai fini mes 3 minutes. Encore un tout petit mot pour vous dire un essai, un mot d'un essai. On a fini là ?
on a dépassé, mais on vous laisse. Bon, on s'arrête. conclure. Alors tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Alors, Non, mais c'était un vous pouvez essai. conclure. Vous voulez que je conclue? Alors écoutez, si on fait un essai de phase 3, j'ai le sentiment qu'il faut avoir des marqueurs cliniques beaucoup plus précoces que ceux utilisés par les agences américaines. Et donc, nous avons mis au point avec Florian Vazzac, et grâce à l'aide de l'IRSEM, qui est une fondation qui nous a aidés, on a mis au point des nouveaux critères précoces d'impact des médicaments en général, celui-là comme les autres, de nouveaux critères d'évaluation de l'impact de toute intervention thérapeutique, qu'il s'agisse de thérapie médicamenteuse ou génique, qui repose sur le temps de réaction. Je vous dis juste un mot du temps de réaction. C'est une méthode coutumière aux neuropsychologues où on va demander au sujet de réaliser une opération mentale et physique. Donc la plus simple, et je m'arrêterai là, ce temps de réaction se mesure en demandant au sujet d'appuyer sur un bouton et quand une lumière ou un point apparaît sur l'écran, il faut lâcher. Donc cela mesure le temps de réaction. Et puis dans la deuxième partie de l'étude, eh bien, on nous demande de réappuyer, de faire un mouvement pour réappuyer lorsque la lumière se rallume, et cela mesure le temps de mouvement. Et donc on a pu montrer avec Florian que ce critère est très discriminant puisque le temps de réaction est considérablement augmenté pour la réaction comme pour le mouvement. Vous voyez en bleu le groupe contrôle et en rouge le groupe des patients Friedreich. Ils ont un temps de réaction et un temps de mouvement considérablement allongé. Et donc nous verrons dans l'avenir si ce critère d'efficacité early stage, comme on dit en anglais, très précoce, est informatif, car je vous rappelle que si on doit avoir un jour un effet thérapeutique dans le Friedreich, il portera d'abord sur les plus petits nerfs et les plus petits muscles pour être efficace. Voilà, merci. On vous remercie. En une phrase, quel impact du fer en excès sur le fonctionnement des cellules ? Quel est l'impact du fer en excès sur le fonctionnement des cellules? Le fer, il a beaucoup de fonctions positives, importantes, mais aussi négatives. Et en particulier, il crée un stress oxydant. Vous mélangez du fer avec de l'eau, vous avez de la rouille. Hein, c'est la catastrophe, ça bouffe tout, le fer. Donc, c'est par ces mécanismes de réaction oxydante que ça va aller abîmer les membranes, les protéines, les lipides et plein de choses. Donc ça va dérégler beaucoup de choses. La question que je voulais savoir, c'est avec le dernier test qui a été présenté, est-ce qu'il est déconseillé de conduire? Parce qu'on voit qu'il y a un ralentissement du réflexe qui est relativement important chez les patients qui sont atteints d'ataxie de Friedreich. On observe, probablement du fait d'un ralentissement de la conduction nerveuse, un ralentissement du temps de réaction. Le sujet met un peu plus de temps que les contrôles à percevoir le signal lumineux et il met ensuite un peu plus de temps que le contrôle à exécuter une action. Il comprend très bien, mais le temps de perception et d'action est rallongé. C'est la conséquence de l'altération de la conduction nerveuse, qu'il s'agisse de la conduction réceptive, perceptive ou exécutive. Donc de la réception ou de l'action. Et nous utilisons ce paramètre, nous allons utiliser ce paramètre pour évaluer l'impact de cette intervention, l'arthèse du note, mais il servira de critère d'évaluation de l'impact de toute thérapeutique. On a entendu dans la salle le professeur dire concrètement qu'il n'y avait pas de contre-indication officiellement à la conduite. Donc je le dis parce que ça a été dit tout bas. Et je suis désolée, je passe la parole à ma collègue. Merci beaucoup pour vos interventions. On est désolé de vous avoir contraint sur le temps. Oui, c'était le format qui veut ça. Mais c'est pour, encore une fois, avoir le temps d'entendre beaucoup de gens. Et on sait que chaque chose que vous faites est précieuse. Donc merci beaucoup pour cette double présentation. Macarena Sanchez Navarro est du laboratoire de biochimie de l'Université de Grenade. Elle va nous parler d'une thérapie de remplacement avec des trucs qui s'appellent des peptides BBB Shuttle. Donc
pense qu'il vaut mieux qu'elle en parle que moi. Bon après-midi, je m'appelle Macarena Sanchez Navarro, chercheuse à l'Institut de parasitologie et de biomédecine, Lopez Neiva, de Grenade, en Espagne. J'aurais aimé préparer l'exposé en français et j'ai essayé. Cependant, mes connaissances sont très limitées. J'ai donc demandé à l'aide de Google Translator. Tout d'abord, je tiens à remercier la femme pour son film. Elle a joué un rôle très important dans mon laboratoire. Vous bénéficierez d'une aide en 2021 et d'un renouvellement en 2022. Ce financement nous a permis d'établir l'axe de recherche que je souhaite expliquer aujourd'hui. En finançant les 2 premières années du contrat Alejandro Benitez et en nous permettant de renforcer la collaboration avec le groupe de biochimie du stress oxydatif IRB. De nombreuses infections concernent le système nerveux central, l'épilepsie Parkinson, la schizophrénie, l'obésité, les infections, les tumeurs cérébrales. Le est protégé par la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière est constituée de cellules endothéliales étroitement liées entre elles. Pour protéger la bière des substances toxiques, les protéines ne traversent donc pas la barrière hémato-encéphalique. BB limite l'accès à 98% des petites molécules et seulement à 100% des grosses molécules. Le cerveau, c'est le principal apport de nutriments. Il existe des mécanismes naturels de transport des nutriments qui peuvent être utilisés pour augmenter le transport des médicaments. Nous nous intéressons aux peptides qui utilisent ces mécanismes pour augmenter le transport des substances d'intérêt pour le cerveau. Une thérapie similaire est actuellement évaluée dans des cliniques. Elle consiste en la protéine frataxin couplée à un peptide qui favorise son internalisation dans les cellules. Ce peptide n'a pas de transport amélioré vers le système nerveux central. Nous proposons l'utilisation d'autres peptides dont il a déjà été démontré qu'ils avaient un meilleur transport à travers la BBB. Peptide 1N2. Nous avons ainsi exprimé et caractérisé 4 frataxines modifiées, avec TAT et avec 2 des peptides mentionnés. Par la suite, nous avons vérifié que ces 4 protéines avaient des conformations similaires et nous avons étudié leur. Nous avons évalué l'internalisation des protéines préparées dans les fibroblastes dérivés de patients et dans les neurones de type DRG2. Prouvé que les protéines modifiées extériorisent mieux, comme on peut le voir sur l'image, par une plus grande quantité de couleur verte qui correspond à la protéine. Dans cette image, le rouge marque les mitochondries. Dans cet essai, la respiration mitochondriale est mesurée dans les cellules des ailes dont la majeure partie de la frataxine a été éliminée. Je tiens à dire que dans cet essai, la capacité respiratoire est récupérée lorsqu'elle est traitée avec nos protéines. Une amélioration est observée dans tous les paramètres mesurés dans les cultures traitées. Enfin, nous avons réalisé un test de transport qui imite la barrière hémato-encéphalique. Ce modèle est formé d'un monocouche de cellules humaines endothéliennes, dérivé de cellules souches pluripotentes co-culture avec des péricytes bovins. Le modèle montre une bonne corrélation avec les données humaines. Bien que nous soyons en train d'optimiser le test, les résultats préliminaires indiquent que les protéines modifiées augmentent son transport par rapport à la frataxine. En résumé, et pour conclure, les dérivés de la frataxine avec le peptide BBB Shuttle ont montré une plus grande internalisation. Le niveau de frataxine et de NRF2 était plus élevé dans les fibroblastes et les DRG traités. Les dérivés de la frataxine avec le peptide BBB Shuttle ont récupéré les fibroblastes du stress oxydatif. Le peptide AFXN s'internalise dans les DRG avec localisation mitochondriale. Le peptide AFXN est capable de récupérer la respiration mitochondriale dans les cultures affectées, SH34 et SH37. Les dérivés de la frataxine avec le peptide BBB Shuttle présentaient un transport plus important. Enfin, je tiens à remercier mon groupe, en particulier Alejandro, le groupe de biochimie du stress oxydatif à l'Irbieda et vous pour votre soutien. Je ne parle pas français, comme vous l'avez sûrement remarqué, mais je serai heureux de répondre à toutes vos questions si quelqu'un les traduit pour moi. Thank you. Muchas gracias. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je peux traduire, pas de problème. Moi aussi, en fait. I hope you understood it. Si ça vous va, je lui demande quelles sont les perspectives, hein, c'est quoi les prochaines étapes. So, what are the next steps? ¿Cuáles son las próximas etapas? Et aussi, and if you prefer to speak in Spanish, we also have a Spanish translator here.
como queráis. Como prefiera. Entonces, el siguiente paso es continuar la evaluación en otros modelos celulares basados en modelos derivados de la ataxia de Friedreich, y también queremos probarlo en colaboración con el grupo de Lleida en su modelo animal, probar una terapia de reemplazamiento en esta línea. Tenemos otra línea en el laboratorio en el que estamos explorando otros péptidos lanzadera diferentes. Donc, elle dit que les prochaines étapes sont tester sur des autres modèles des cellules des patients avec l'ataxie de Friedreich et des modèles animaux aussi, et en collaboration avec notre équipe. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. So, we have to change or? Yeah, okay. Okay, so we will follow and maybe you will have to, yeah, okay. So, it's okay? Okay. So, thank you. Muchas gracias por tu participación. Y si tenemos otras preguntas, luego te las enviamos. Perfecto. Muchas gracias. Thank you. Merci. Gracias. Lucie et Valentine de l'Institut Neuromyogène, je vais vous laisser vous présenter en prononçant vos noms correctement. Et je ne sais pas de quoi vous allez nous parler, donc c'est une surprise. Partager cet écran. Ok, là ça devrait marcher. Ok, bonjour à tous. Donc tout d'abord, on voudrait remercier la FAF pour nous donner l'opportunité de présenter notre projet aujourd'hui et aussi de nous aider à financer nos recherches. Et aujourd'hui, du coup, avec Valentine, on est toutes les deux et on va vous présenter notre projet qui porte à déterminer s'il y a une composante neurodéveloppementale dans l'ataxie de Friedreich. Donc dans l'ataxie de Friedreich, il y a différents types de tissus nerveux qui sont touchés, mais il y en a un en particulier qui s'appelle les ganglions dorso-rachidiens, qu'on appellera DRG dans notre présentation, et qui sont localisés de part et d'autre de la moelle épinière. Et ces petites glandes contiennent de nombreux neurones sensoriels, et particulièrement les neurones propriocepteurs. Et ils nous intéressent particulièrement parce que c'est ceux qui dégénèrent le plus rapidement dans la maladie. Et récemment, de nouvelles études ont montré qu'il y avait potentiellement une composante neurodéveloppementale dans l'ataxie de Friedreich. D'une part sur des tissus de patients où ils ont observé qu'il y avait un développement incomplet de ces ganglions, mais aussi de la moelle épinière. Et de l'autre côté aussi sur des cellules de patients où des mécanismes de neurodéveloppement étaient touchés. Donc on sait que l'ataxie de Friedreich, c'est une maladie qui est dite neurodégénérative, donc les neurones dégénèrent au cours de la vie, mais ces nouvelles informations pourraient nous tendre à penser que ce ne serait pas que de la neurodégénérescence, mais qu'il y aurait aussi une part de développement dans cette maladie. Donc ça nous permettrait de mieux comprendre les mécanismes de la maladie et aussi donc de développer des traitements qui sont plus efficaces. Donc notre grande thématique de recherche avec Valentine, c'est de savoir si le développement embryonnaire de ces ganglions et donc des neurones qui le composent sont impactés dans l'ataxie de Friedreich. Et pour cela, on utilise deux modèles qui sont complémentaires. Et moi, je vais vous parler du modèle animal qui est dit in vivo. Donc je travaille sur une souris, un modèle de souris qui a des très faibles taux de frataxine, comme chez les patients. Donc, ces ganglions, ils se développent au cours du développement embryonnaire. Donc, pour savoir si on a une part de développement dans la maladie, il faut qu'on regarde le développement des CDRG, donc se placer au cours du développement embryonnaire. Donc, ces ganglions, ils commencent à se former 10 jours et demi après la fécondation, donc chez la souris, et ensuite, ils se développent aussi un petit peu après la naissance. Donc, on part d'une cellule qui est dite immature, donc aux alentours de 10 jours et demi après fécondation, qui va ensuite se transformer en différents types de cellules et on arrivera ensuite à un neurone qui sera dit mature et on retrouve nos 3 types de neurones sensoriels qui composent nos ganglions. Donc c'est un processus qui est très dynamique et qui évolue très rapidement au cours du développement embryonnaire. Et du coup, au cours de ma thèse, je regarde à différents stades de développement et pour voir si ces ganglions se développent de la même manière en conditions contrôle et en conditions de faible taux de frataxine. Et pour cela, j'utilise 2 approches du microscopie qui sont complémentaires. Une approche en 2D où j'ai déjà vu des différences en termes de nombre de cellules dans les conditions en faible taux de frataxine comparé au contrôle. Mais j'utilise aussi une approche en 3D qui me permet de visualiser les ganglions
dans leur totalité et de quantifier les cellules qui sont à l'intérieur. Et la suite de mon projet que je fais actuellement, c'est de savoir si ces problèmes qu'on observe au cours du développement embryonnaire pourraient impacter les capacités motrices chez les souriceaux. Donc savoir si, par exemple, leur capacité à acquérir la marche est impactée ou pas. Donc là, les analyses sont encore en cours, donc je ne peux pas vous les montrer aujourd'hui, mais je vois déjà des défauts, et donc ce sera pour la prochaine fois. Ok, donc moi je vais vous parler maintenant du modèle cellulaire d'organoïdes de DRG. Donc moi je ne travaille pas sur l'animal, je suis avec des cellules dans des boîtes de culture. Et la différence aussi avec Lucie, c'est que mes cellules sont dérivées de patients, donc on est chez l'humain et non plus chez la souris. Donc pour faire ce modèle, on utilise des cellules souches pluripotentes induites, dites IPS. Donc qu'est-ce que c'est que des IPS ? Ces IPS, on les obtient à la base à partir de cellules de peau ou de sang qui ont été prélevées de manière non invasive chez les patients avec leur consentement. Et ces cellules de peau ou de sang, c'est des cellules dites spécialisées, ça veut dire qu'elles ont une fonction, être de la peau ou être du sang. Et on est capable, quand elles sont dans leur petite boîte de pétri, là, de les reprogrammer pour un petit peu leur faire désapprendre tout ce qu'elles ont appris jusque-là et les faire redevenir à l'état de cellules souches. Donc une cellule souche, c'est une cellule qui peut donner n'importe quel type de cellule de notre organisme. Donc ces IPS, en fait, elles miment les cellules souches qu'on trouve au niveau de l'embryon. Et avec ces IPS, on peut faire ce qu'on appelle de la différenciation. C'est-à-dire qu'on peut les dériver dans n'importe quel type cellulaire, par exemple des neurones. Et nous, ce qu'on fait, c'est encore un peu plus complexe que juste dériver des IPS en un seul type de cellule. On fait ce qu'on appelle des organoïdes avec. Donc les organoïdes, en fait, c'est la reproduction miniature dans une boîte de culture d'un tissu dans toute sa complexité. Donc nous, on fait un organoïde de DRG, ça veut dire qu'on essaye de récapituler l'architecture 3D du DRG, ainsi que tous les types cellulaires qui sont présents au sein du DRG, comme par exemple nos neurones propriocepteurs. Donc, pour obtenir nos organoïdes de DRG à partir d'IPS, c'est un protocole qui est assez long, qui dure environ 40 jours, et vous pouvez suivre ici la maturation du DRG au cours du temps. Et ici, vous voyez, donc, on a l'organoïde de DRG, et vous pouvez observer des projections axonales qui correspondent aux axones des neurones qui sortent du DRG. Et en fait, tout ce processus qu'on applique ici, encore une fois, dans nos boîtes de culture artificiellement, ça consiste à mettre une série de facteurs pour induire la maturation de l'organoïde. Et en fait, c'est censé mimer les étapes qu'on retrouve lors du développement embryonnaire du DRG. Et c'est ça que je cherche à déterminer à l'heure actuelle. J'essaye de caractériser notre modèle pour savoir justement si les différentes étapes de maturation de l'organoïde du DRG reproduisent bien les grandes étapes du développement embryonnaire du DRG. Et pour faire ça, j'utilise deux types d'approches. Donc, ce que je fais, c'est que je collecte mes organoïdes à différents temps de leur maturation. Et ensuite, je fais une approche plus moléculaire où je regarde l'évolution de l'expression de certains marqueurs qui sont spécifiques de certains types de cellules au cours du temps. Donc, vous pouvez voir sur cet exemple pour un marqueur où son expression augmente au cours du temps et on voit déjà une différence entre l'organoïde contrôle en gris et l'organoïde Friedreich en bleu. En parallèle de ces approches moléculaires, j'utilise aussi une approche de microscopie en 3D, un peu comme fait Lucie. Et ici, je vous ai mis un exemple d'un marquage de neurones. On va vous laisser 30 secondes pour conclure, on est désolé. Bah, c'est la fin. Donc ici, c'est le marquage sur donc un organoïde contrôle et là, un organoïde de DRG Friedreich. Et donc, on se retrouve d'ici quelques temps pour tous les résultats. Et voilà, c'est la diapo finale. Ah, voilà. Je vous remercie encore pour votre attention et encore un grand merci à la FAF. Merci beaucoup. Des questions ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Votre collaboration vous ferait dire que les problèmes de marche qu'on pourrait voir chez les souris
proviennent d'un manque de proprioception et donc l'information est perturbée et la souris ne sait pas marcher, ou bien ce serait la dégénérescence des nerfs sensitifs qui, par rayonnement, perturberait l'information motrice. Ce serait plus... vous parlez plutôt chez les souriceaux, du coup. Chez les souriceaux. Donc, quand on envoie l'information pour déclencher la marche et que la marche est perturbée, elle est perturbée parce que le souriceau ne sait pas où se trouve sa patte ou parce que dans le nerf, il y a un nerf qui est en train de mourir, qui est le nerf sensoriel, et il perturbe, entre guillemets, l'information motrice. Alors ça, pour l'instant, je ne pourrais pas répondre parce qu'on n'a fait que les études de comportement. On n'a pas encore regardé au niveau nerveux. On les a vraiment juste regardés marcher. Et on a fait d'autres tests. Mais du coup, je ne saurais pas dire. Ça peut être l'une ou l'autre. Mais je ne peux pas vous dire si c'est encore de la dégénérescence ou pas parce qu'on vient tout juste de commencer cette partie-là du projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on attend le prochain épisode là, pour avoir vos résultats? On va conclure sur ces travaux innovants. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à toutes les équipes. Désolée de ne pas avoir pu vous laisser, vous pourrez vous écouter des heures, mais en fait, l'important, c'est aussi de montrer tout ce paysage et de voir qu'il y a différentes directions qui continuent à être poursuivies. Merci beaucoup. On a des images de chaque piste de différents travaux de recherche dont on remercie chacun pour illustrer le dynamisme de cette activité et le fait aussi que ça continue à progresser dans la connaissance de la maladie. Donc on a aussi des nouvelles connaissances, des connaissances qui s'approfondissent ou de nouvelles connaissances. Et puis ça permettra à terme aussi peut-être de trouver d'autres pistes thérapeutiques. Donc ça fait partie des sujets qui vont être évoqués aujourd'hui. Fabien Delapre, je le prononce sans doute mal. Alors c'est pire, l'université Lleida en Espagne. Et si tu veux bien compléter, tu vas nous parler du calcitriol, c'est ça? C'est ça. Voilà, parfait. Donc, voilà. Donc, Fabien Delaspre, et effectivement, je suis à l'IRB Lleida. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, voilà, on n'est pas très loin de Barcelone, dans l'arrière-pays catalan. Donc, on est un groupe qui s'intéresse à la biochimie, au stress oxydatif. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la vitamine D. Donc, la vitamine D, comme son nom l'indique, est une vitamine et donc essentielle pour nous. On peut en produire une certaine partie, mais la grande majorité provient de l'alimentation ou de compléments alimentaires. Donc, ces précurseurs à la vitamine D sont traités au niveau du foie, puis surtout au niveau du rein, où justement, précurseur de la vitamine D devient calcitriol, et cette réaction a lieu à l'intérieur des mitochondries. Alors maintenant, on sait que cette réaction finale, pour obtenir la vitamine D mature, fonctionnelle, elle n'a pas que lieu au niveau du rein. Il y a plusieurs organes qui ont été démontrés qu'il y a une production locale et importante pour les fonctions du calcitriol et dans les cellules neuronales, il y a cette production locale. Donc le calcitriol, au niveau de l'organisme, lui, il va participer à la régulation du métabolisme du calcium. Il a également été démontré qu'il avait un effet neuroprotecteur. Surtout, il augmente la régénération des axones au niveau dans la sclérose en plaques. Et c'est également un activateur des défenses antioxydantes. Vous avez peut-être déjà vu aujourd'hui un schéma similaire où on va vous montrer que la vitamine D, elle, à travers de différents facteurs de transcription, Cloto et NRF2, vous avez certainement entendu déjà parler de NRF2 aujourd'hui, va permettre l'expression de gènes
qui permettent de lutter contre ce stress oxydatif. Très bien. Vous savez également que le déficit de la frataxine va provoquer des altérations du métabolisme, des problèmes dans la production d'énergie cellulaire et du stress oxydatif, justement. Et tout cela au niveau de la mitochondrie. Et donc, des études préliminaires avaient été publiées déjà où on voyait que la production des stéroïdes était réduite, fortement réduite en cas de déficit de frataxine. Et nous, en utilisant notre modèle cellulaire, on a démontré que également la production de calcitriol était réduite dans les neurones qui étaient déficitaires en frataxine. Et donc, probablement que dans les neurones de patients atteints d'ataxia, eh bien, cette production locale n'a pas lieu. Et donc, il y a une perte de pouvoir de réponse au stress oxydatif. Nous avons également démontré que, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, plus c'est rouge, plus il y a de stress, plus le potentiel de la membrane de la mitochondrie est élevé. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on traite avec de la vitamine D ici, hein, on voit qu'il y a moins de rouge, hein, on réduit ce potentiel de membrane et donc toutes les altérations du métabolisme qui en découlent. Fabien, ce qu'on voit aussi ici, c'est que les neurones sans frataxine, hein, elles accumulent de la faudrine. Donc ça, c'est un marque de la dégénération des neurites neuronales. Et on voit qu'avec la frataxine, on protège cette dégénération. Fabien, ça fait on a également démontré que dans ces cellules, il y a... Oui, ça fait 4 minutes. Est-ce que tu peux... Mais je vais aller super vite. Oui, excusez-moi. Okay. Donc, on a montré qu'au niveau des cellules, il y a une augmentation de la frataxine grâce au calcitriol. Et donc, ensuite, on a obtenu, on a développé un modèle de souris, hein, et très vite, donc, on a fait des tests. Tout ça, ça a été financé par le premier projet qu'on a eu par la FAF, hein, où on voyait que les souris avaient des problèmes pour maintenir sur les roues. Et donc, on a décidé de faire un deuxième projet avec la FAF, financé, et on a traité ces souris avec du calcitriol, hein, ces doses-là. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ces souris, elles restaient plus longtemps sur la roue, hein, elles avaient une meilleure coordination des membres. On a aussi fait une analyse biochimique, on a vu qu'il y avait une augmentation de certains marqueurs, comme la frataxine. Il y a également eu aussi un essai clinique du calcitriol, hein, que vous avez peut-être déjà entendu parler, j'espère, et on a une augmentation de la frataxine. Il n'y a eu aucun effet sur les symptômes, hein, des patients sur 1 an, après avoir une dose journalière de 0,25 microgrammes. Mais il y a eu une légère augmentation de la frataxine. Et donc, dans le futur, nous, on veut continuer avec ça, avec des modèles cellulaires d'organoïdes. Et également, on voudrait faire un deuxième essai calcitriol sur 2 ans, hein, avec une augmentation de la dose de calcitriol. Voilà. Faut-il doser sa vitamine D? De quelle vitamine D parle-t-on aussi? Alors là, il y a un problème au niveau de ce qu'on entend par un bon niveau de vitamine D, de calcitriol dans le sang. Hein, suivant les études, le niveau de calcitriol n'est pas le même. On considère, dans tous les pays, ce n'est pas le même niveau où on parle d'hypovitamine D ou d'hypervitamine D. Les patients, eux, on leur a dosé la vitamine D et c'est vrai qu'au niveau sanguin, hein, donc général, dans tout l'organisme, ils n'avaient pas l'air de souffrir d'un manque de vitamine D. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que c'est la production locale au niveau des neurones. Et ça, on ne peut pas doser la quantité de vitamine D qui est produite au niveau des neurones chez un patient. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'est Claire Evenchik. Dans votre étude clinique, il n'y avait pas de groupe contrôle, n'est-ce pas? Non. Il y avait on a commencé avec une vingtaine de 19 patients, je crois. Ils ont fini avec une quinzaine de patients. Ils ont tous eu une dose. Donc, l'augmentation est comparée à l'augmentation en frataxine, c'est comparé
aux échantillons qu'on a prélevés au début de l'essai. Mais pour les prochains, ce serait vraiment indispensable d'avoir un groupe contrôle, parce que sans groupe contrôle, par exemple, dans l'omavloxolone, on n'aurait jamais vu d'effet s'il n'y avait pas eu de groupe contrôle. Les différences cliniques à 1 an sont tellement petites que sans groupe contrôle, on peut complètement passer à côté. On passe forcément à côté. On espère qu'on aura un nombre beaucoup plus élevé de patients pour pouvoir avoir un groupe contrôle. Une toute petite question. Vous avez une augmentation de la frataxine qui semble augmenter au cours du temps. C'était un résultat que vous attendiez par rapport à vos hypothèses. Et vous l'expliquez comment? Oui. Alors, sur nos cellules, et même sur la souris, on voit que quand on injecte la vitamine D, il y a une augmentation de la frataxine. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une amélioration et donc des mitochondries et donc du coup ça augmente le niveau de frataxine, ou alors on a vu qu'il y a des éléments dans là où se fixe le facteur de transcription, dans le gène de la frataxine, qui reconnaît le récepteur à la vitamine D. On n'a pas fait les essais pour démontrer qu'il était fonctionnel, mais in silico, sur l'ordinateur, la vitamine D pourrait augmenter directement les niveaux de frataxine. Alors, on a une autre question, mais j'ai peur qu'on n'ait pas... Oui, on a une demande. Alors, la question était, est-ce qu'il faut augmenter le nombre d'ampoules de vitamine D? C'est un essai thérapeutique. Hein, voilà. Donc, alors si on parle de l'essai clinique. Non, la question porte... La question portait sur... la question était... Faut-il augmenter le nombre d'ampoules de vitamine D? Je crois que Claire Eventing voulait répondre. Alors, notre réponse de biochimiste, ce serait que le problème, c'est que généralement, ces ampoules de vitamine D, c'est du calcidiol. Donc, c'est un précurseur à la vitamine D. Hein, parce que le calcitriol, il peut être que administré avec des recettes, enfin, avec des... Comment on dit en français? Des prescriptions. Généralement, ce qu'on trouve dans les pharmacies, c'est le précurseur à la vitamine D. Et vu qu'on a démontré que dans les neurones, il manque l'enzyme qui catalyse justement la transformation du précurseur en forme mature, on pense que ça servirait pas à grand-chose. Donc il n'y a pas encore d'effet démontré sur le plan clinique. Il n'y a pas eu d'essai clinique encore. On est sur, pour l'instant, des tout petits échantillons, donc c'est trop tôt en fait pour effectivement changer notre pratique. Mais si tout un chacun, il faut se supplémenter en vitamine D si on en manque. Merci beaucoup. On va passer la parole. Merci. À Françoise Piguet. On vous laisse l'écran. Donc bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau projet qu'on veut mener dans le laboratoire en collaboration avec Alexandra Dur, qui doit encore être dans la salle, je pense, et qui fait partie, en fait, c'est de la thérapie cellulaire, pour lequel c'est une idée un peu farfelue à la base, mais de faire sécréter de la frataxine par des cellules et de les réadresser aux mitochondries. En fait, cette idée, elle est partie d'un autre projet qu'on a dans le laboratoire. On travaille sur une maladie très compliquée qui s'appelle, un nom très compliqué, la leucodystrophie métachromatique, pour lequel on a développé, je vous montre juste des petites puces à la base, donc qui restent assez grandes, mais pour les souris, dans lesquelles on est capable, on a une membrane semi-perméable d'un côté, du silicone de l'autre, et on est capable de venir charger des cellules qui vont être génétiquement modifiées, qui vont former comme un petit muscle. Et ces cellules, on va les faire sécréter. Donc, dans notre cas, on avait de l'ARSA, qui est une protéine qui est naturellement sécrétée, donc c'était un petit peu plus facile. Et on a pu démontrer que quand on mettait cette puce en sous-cutanée dans le dos de la souris, elle se promène comme avec un petit sac à dos, on est capable de corriger tous les traits pathologiques de la souris. Donc, l'idée d'après, c'était de se dire, mais dans Friedreich, on veut qu'il en parte dans les DRG, mais aussi dans les neurones et principalement dans le cervelet. Et donc, est-ce qu'on a un moyen d'aller faire sécréter plus proche du cerveau, d'éviter d'avoir à ce que l'enzyme se promène dans tout le corps? Et donc, pour ça, on a développé un partenariat avec une société suisse qui fabrique des mini-puces. Vous allez les voir ici. Vous voyez, par rapport à la taille de mon doigt.
Ça fait 1,2 cm de long et quelques millimètres de large. À l'intérieur, je pourrais partager des photos. On a un petit coil en métal sur lequel vont aller pousser les cellules. Et à l'heure actuelle, on est en train de générer 2 lignées cellulaires qui vont être transgéniques pour la frataxine. On va dans un premier temps venir vérifier que la frataxine peut être sécrétée par les cellules. Et on va vérifier son efficacité sur des IPS de patients. Donc Valentine a présenté tout à l'heure comment on générait des neurones IPS. Donc c'est ce que nous, on va faire dans le laboratoire et vérifier qu'on est capable de corriger ces déficits en frataxine. Et l'étape d'après, ce sera d'aller dans le modèle souris pour montrer qu'on a un bénéfice thérapeutique. Donc on mettra ces petites puces en sous-cutané. Et en parallèle, nous, dans le laboratoire, on fait des analyses sur le primate pour démontrer qu'on est capable d'avoir, donc dans le cas de la protéine précédente que je vous ai parlé, et on le fera ensuite pour la frataxine, une expression importante dans les neurones du cervelet, dans la moelle épinière et dans les DRG. Voilà, je crois que j'ai fait 2 minutes 30 et je vais répondre aux questions. Je pourrais partager les diapos si vous voulez, qui n'ont pas voulu se mettre. Bon, déjà, on va vous donner la récompense de celui qui a tenu respect des son temps. règles. Vous êtes la seule. Et enfin, pour l'instant, il y a d'autres après. Oui. Et de fait, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Est-ce qu'on peut acheter son sac à dos? Son sac à dos. Alors, son petit sac à dos pour la souris, oui, mais on va plutôt prendre les petites, c'est beaucoup plus efficace. C'est une vraie question, le sac à dos. Comment imaginer la transposition dans la maladie humaine, en fait? Alors voilà, j'ai commencé avec le petit sac à dos de la souris. L'idée, c'est que ces puces que je vous ai montrées à l'heure actuelle, pour un autre essai qui n'a rien à voir, pour de la vaccination oncologique, elles ont déjà été mises chez l'humain. Et nous, dans le laboratoire, on les a déjà mis pour une autre application chez la souris et chez le singe, en sous-dural, donc au contact du cerveau. C'est parfaitement bien toléré. On les a gardés pour l'instant plus de 5 mois et ça exprime de manière stable la protéine. Oui, j'ai compris ça, mais quelles cellules on mettrait chez l'humain pour venir faire de la frataxine au bon endroit? Donc les cellules, c'est les mêmes que celles qu'on met à l'heure actuelle, c'est des myoblastes, donc des cellules progénitrices de muscles qui sont immortalisées. Et cette lignée, elle est validée par la NSM pour être utilisée en clinique. J'avais une question, Françoise. Ton micro sac à dos humain, là, ton beau truc, il est à vie ou il faut le changer de temps en temps? Alors non, on pense que les cellules pourront rester à peu près 1 an sans être changées. Et donc après, en fait, justement, donc si vous le voyez, on le voit peut-être pas très bien ici, il y a un petit fil. Parce que chez l'homme, chez le singe, on l'enlève, parce que sinon, il se les arrache. Mais l'idée, c'est que chez l'homme, si je vous le mets là, le petit fil puisse permettre de rapidement, on retire la capsule et on en remet une nouvelle qui sécrète avec les nouvelles cellules. Donc en sous-cutané, ça se fait très très rapidement. On peut imaginer l'avoir soit dans le bras à ce niveau-là, soit dans le dos, derrière les omoplates, pour ne pas abîmer ni la puce, ni les cellules qui sont à l'intérieur. Merci. Une dernière question peut-être. Qu'est-ce que fait l'immunité sur ces cellules qu'on met dans un nouvel endroit? Alors, le gros avantage, c'est que ces petites capsules, c'est finalement un environnement assez immunoprivilégié, puisque la membrane est vraiment perméable, mais pas aux anticorps, pas aux cellules immunitaires, donc elles ne peuvent pas venir déranger les cellules thérapeutiques qu'on a mis à l'intérieur. Elles vont juste laisser passer les nutriments qui vont permettre de maintenir en vie les cellules, et en retour, les fameuses cellules feront, elles, sécréter dans l'autre sens la protéine thérapeutique, en l'occurrence ici la frataxine. Et un horizon de planning, en fait, c'est... Alors, on espère, avec la boîte, avoir une application chez l'homme 2027 pour la leucodystrophie métachromatique. Et donc, comme après, c'est les mêmes types de cellules, si ça se passe bien, là, on commence donc les tests sur les cellules Friedreich. J'espère d'ailleurs que l'année prochaine, je pourrai vous présenter des données souris et cellules. Donc, on pourrait imaginer sous 2 ans, 2 ans et demi, avoir l'application humaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est captivant. Donc, je vais vous parler, en fait, moi je vais pas parler de thérapeutique, je vais parler du diagnostic et comprendre la sévérité dans l'ataxie de Friedreich.
parce qu'on sait que c'est lié à des expansions du trinucléotide GAA, mais on sait aussi en fait qu'il y a des interruptions qui ont un rôle important dans la modulation de la sévérité. Et la diapositive suivante, oui, je peux avoir la suivante? On l'a. Un petit temps. Donc, vous montre que des interruptions, quand on fait la séquence, là par exemple, on a juste 2 interruptions. Donc, ce ne sera plus des GAA, ce sera des G3A, G4A. Alors, c'est écrit en tout petit, mais faites-moi confiance. Elles vont très fortement moduler la sévérité. Et nous, on le voit au diagnostic parce que ça modifie notre profil qu'on appelle de TP-PCR, qui sont tous les petits pics bleus qu'on voit en bas, qui sont diminués. Donc, quand on fait le diagnostic, on voit s'il y a des interruptions ou pas. Et en fait, ce qu'on a remarqué depuis longtemps, c'est que ce n'est pas seulement la présence de ces interruptions qui est importante, c'est la distance entre l'extrémité qu'on appelle 3' qui est ici à gauche et les interruptions. Donc on compte le nombre de petits pics bleus jusqu'au niveau de l'interruption et on appelle ça la profondeur de l'interruption. C'est écrit en anglais depth of interruption et c'est ça le paramètre important. Alors pourquoi c'est important? Parce que le patient qui est représenté ici, qui est analysé en termes d'interruption, en fait, il a un âge de début à 44 ans et ça correspond à ce qu'on appelle une ataxie de Friedreich à début très tardif. Et ceci est, à notre avis, entièrement expliqué par cette interruption. Donc, on a fait une étude pour vérifier ça sur tous les patients. Je peux avoir la diapositive suivante. Sur tous les patients qu'on a pu diagnostiquer à Montpellier depuis 10 ans. Donc, on avait 164 patients. Plus de la moitié présentaient une interruption. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est l'âge de début de la maladie. C'est la taille de l'expansion, puisqu'on sait que c'est ça qui détermine la sévérité, mais aussi donc la présence de l'interruption et sa profondeur, c'est-à-dire la distance par rapport à l'extrémité 3', comme je vous l'ai exprimé avant, en nombre de triplets. Donc ça, on retrouve cette corrélation entre la taille de l'expansion et l'âge de début. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà publié avec Alexandra Dur il y a maintenant plus de 20 ans, ou même pratiquement 30 ans, et qui permet de définir 3 groupes de sévérité avec quand même entre ce qu'on appelle les Friedreich classiques en rose et les late onset, c'est-à-dire les tardifs, mais pas très tardifs, il y a des chevauchements importants, mais quand même une différence significative. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que ces 3 groupes sont expliqués par ces interruptions. Donc la diapositive suivante. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a également une corrélation entre cette profondeur d'interruption, qui donc elle se trouve entre 0 et une trentaine de triplets. Elle corrèle avec l'âge de début. Et on retrouve les 3 groupes décrits précédemment, mais également cette profondeur d'interruption, elle explique aussi la taille de l'expansion. Et ça, c'est la diapo suivante. Et donc, en fait, la conclusion, c'est que c'est cette interruption, qui parfois être juste de 1 ou 2 interruptions, donc c'est quelque chose d'assez minime, et sa position par rapport à la fin de l'expansion, qui va déterminer si vous avez une forme classique, une forme intermédiaire ou une forme très tardive. Donc ça peut être important pour par exemple les analyses de tests thérapeutiques parce que ça permet de mieux corréler avec la sévérité de la maladie. Alors le dernier aspect que je voudrais parler encore très rapidement, c'est qu'on a également regardé les interruptions, c'est ce qu'on appelle les individus contrôle. Donc ce sont des patients en fait, c'est pour ça qu'on les teste, mais qui n'ont pas d'ataxie de Friedreich. Alors on peut retrouver chez eux des expansions qui n'expliquent pas la maladie, mais qui sont différents de ceux qu'on a retrouvés avec des interruptions, pardon, on retrouve des expansions avec des interruptions, et des interruptions qui sont différents de ceux qu'on retrouve dans l'ataxie de Friedreich. Donc je suis replanté ici, alors c'est écrit en tout petit, on voit en fait, c'est pas le même type de motif, ça que j'ai écrit ici, c'est GAG ou GGA, alors qu'avant on a parlé de G3A ou G4A, donc c'est des motifs différents, et en fait on voit qu'il y en a beaucoup plus, là il y en a 12, il y a 12 interruptions chez un même individu sur une même expansion. Donc, il y a en général plus que 7 interruptions, alors qu'on avait vu que pour la patiente de Friedreich, il y en a 1, 2 ou au maximum 5. Donc, la diapositive suivante, c'est qu'en fait, il y a une différence entre les expansions Friedreich, qu'elles soient classiques sans interruption ou avec des interruptions
de type G3A ou même GAAG, ce qu'on appelle des non-triplets, de celles qu'on retrouve chez l'indice contrôle et qui ne sont jamais retrouvées chez des patients. Donc ce qu'on retrouve, c'est des GAG ou des GGA, et souvent avec un nombre d'interruptions supérieur à 7. Parfois, on a des interruptions qui sont pures GGA, qu'on a retrouvées dans un cas. Donc en fait, c'est important aussi pour le diagnostic, parce que là, on suggère par cette étude, donc il y a des différences très significatives entre les Friedreich et les contrôles, que ce n'est pas le même type d'expansion et pas le même type d'interruption qu'on retrouve, et que donc la diapo suivante, la conclusion, c'est que pour la partie 2, c'est que toutes les expansions ne sont pas pathogènes. Donc ça demande à être confirmé, mais c'est important, par exemple, lorsqu'on analyse les conjoints de porteurs hétérozygotes, il ne faut pas tout de suite dire qu'une expansion est pathogène, ça dépend s'il y a des interruptions et si elles sont du type retrouvées soit dans les formes classiques ou Layton 7, ou si ce sont celles retrouvées chez les contrôles, parce que celles-ci, a priori, ne seraient, je mets au conditionnel, ne seraient pas responsables de maladies. Alors le premier point, c'est qu'on peut redéfinir les 3 groupes d'ataxie de Friedreich qui sont déjà connus, qui ont déjà été redéfinis sur la base de la clinique, mais là, on le confirme avec une explication moléculaire qui sont ces interruptions et le motif de l'interruption et la position de l'interruption. Voilà, j'ai fini, je pense, j'ai mis plus de 3 minutes, mais c'est pas grave. Oui, mais merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions ? Et comment on explique alors le fait que ça améliorerait le phénotype ? Alors en fait, c'est ce qui est clair, ce qu'on sait depuis le début, c'est que la sévérité est liée à la taille de l'expansion. Donc l'explication, c'est que l'interruption va bloquer l'expansion. Il y a une expansion, mais elle va s'arrêter, elle va se stabiliser à une taille plus petite. Alors ça, c'est expliqué par les mécanismes de réparation de l'ADN et des expansions. Ça passe par, c'est une diapo que j'ai supprimée pour être dans les temps, le mécanisme des expansions, ça passe par un mécanisme de réparation qui marche trop bien en fait, qui s'appelle les mismatch repair. Et on sait que ces systèmes de réparation des mismatchs, il est très sensible justement aux interruptions, puisqu'il met en évidence des mismatchs et il permet la réparation, alors que quand il n'y a pas d'interruption, le système il est piégé et il fait des erreurs sans qu'il y ait possibilité de reconnaissance d'un mismatch. Donc en fait, c'est lié, c'est des mécanismes bien connus qui génèrent l'expansion et mais qui apparemment, là on ne le savait pas, qui permettent de bloquer l'extension de l'expansion, si je puis dire. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Tout à fait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Moi je vais vous parler de ce que l'on fait au laboratoire pour essayer de trouver des molécules qui vont remplacer la frataxine. Donc si je peux avoir la diapo suivante. Et donc je n'ai pas besoin de vous rappeler, bon, l'ataxie de Friedreich c'est dû à un défaut d'expression d'une protéine qui s'appelle la frataxine, avec des taux très très diminués de la protéine selon les tissus. Et donc l'idée là, c'est de trouver des molécules qui pourraient remplacer cette protéine. Alors on ne va pas imaginer de remplacer totalement la frataxine, ce sont des petites molécules. Mais pour pouvoir arriver à cet objectif, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle fait cette frataxine dans l'organisme. Et donc elle intervient dans la synthèse des clusters fer-soufre. Là, pour imaginer remplacer la frataxine, il faut déjà comprendre ce qu'elle fait. Donc elle intervient dans la synthèse de clusters fer-soufre, qui sont ces petits assemblages constitués d'ions fer et sulfure. Et là, vous voyez, d'une part, la mitochondrie, parce que la protéine est dans la mitochondrie. Elle intervient dans un complexe avec d'autres protéines. C'est ce que l'on voit sur le carré, là où j'ai montré frataxine. C'est la machinerie de biosynthèse de ces clusters, et ces clusters sont synthétisés par cette machinerie, et qui vont servir à différentes fonctions cellulaires très variées, énergie, catalyse enzymatique, la défense contre le stress oxydant, on en a entendu parler, la signalisation, enfin, de nombreuses fonctions. Et nous, ce qu'on a cherché à comprendre depuis un certain nombre d'années, donc là sur la diapo suivante, s'il vous plaît, c'est comment sont assemblés ces clusters et que fait la frataxine précisément dans ce processus. Donc c'est un processus multi-étapes qui commence par donc là, une protéine qui s'appelle ISCU,
Le fer va rentrer, donc là vous voyez le fer. Ensuite, on clique, là le soufre est apporté. Il est apporté, là c'est important, sous forme, pardon, si on peut revenir un peu en arrière, juste que, bon c'est pas grave. Donc le soufre est apporté par une autre enzyme qui s'appelle NFS1, c'est une cystéine désulfurase qui va utiliser le soufre venant de l'acide aminé cystéine pour générer un persulfure, c'est une liaison soufre-soufre sur cette enzyme, et qui va transférer ce soufre à ISQ. Et ensuite intervient une dernière enzyme, si on peut cliquer, pour faire apparaître la prochaine animation, s'il vous plaît. Voilà. Et donc une dernière enzyme intervient, en fait deux enzymes, qui s'appellent la ferredoxine, FDX2 en rose, et sa réductase, et qui apportent des électrons. Et ces électrons servent à couper la liaison soufre-soufre, qui va libérer les ions sulfure, et on va obtenir un centre fer-soufre. Et donc que fait la frataxine dans tout ce processus? Là, si on clique pour montrer ce que fait la frataxine, elle accélère le transfert de soufre. C'est ça sa fonction biochimique. Et ça conduit à une accélération de la production de clusters fer-soufre. Donc on voit à droite, ici, c'est ce qu'on a réalisé, c'est des expériences de cinétique, où on voit en rouge quand il n'y a pas de frataxine, et en bleu quand il y a de la frataxine, c'est plus rapide. On atteint le palier beaucoup plus rapidement. Et donc on a utilisé ce système pour aller chercher des molécules qui vont remplacer cette frataxine. Donc diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc là, on va s'absoudre toute cellule. On va prendre en fait les enzymes purifiées. On n'a pas de cellules, et ça nous permet de cibler extrêmement spécifiquement ce processus. Parce que quand on prend une cellule entière, on peut aller cibler les différents processus régulés par la frataxine et pas nécessairement la synthèse des clusters fer-soufre. Tandis qu'en faisant ce qu'on fait là, en prenant le système reconstitué fonctionnel, on peut cibler le processus. Et donc on a fait monter en fait un système de criblage. Ce sont des microplaques. Là, on voit en haut à droite, au milieu, un lecteur de plaques avec des microplaques. Et dans chaque puits, il y a une molécule. Donc on va cribler des banques de molécules. On met cette machine dans une enceinte où il n'y a pas d'oxygène, parce que le système est sensible à l'oxygène. Dans la cellule, il est protégé parce qu'il y a la mitochondrie, il y a les cellules, il y a différents antioxydants. Mais dans nos mains, quand on a les protéines dans les tubes à essai, c'est sensible à l'oxygène. Donc on fait nos manips dans une boîte à gants, on appelle ça. Et on suit la formation de ces clusters. Et on cherche des molécules qui vont accélérer la formation de ces clusters. Et pour ne pas aller cribler des banques de molécules qui prendraient vraiment un temps très 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 long, il y a plusieurs centaines, parfois centaines de milliers de molécules. Donc là, on a restreint en fait l'étude en faisant ce qu'on appelle un criblage virtuel. Grâce à la structure connue de la machinerie, on a été faire donc par des méthodes informatiques, chercher à trouver les molécules qui vont se fixer exactement là où se fixe la frataxine. Et donc on a sélectionné les molécules avec le meilleur potentiel, et on a pris les 400 premières, et on les a vraiment criblées expérimentalement avec le système dont je parlais. Et la diapo suivante, donc ça c'est le résultat de notre crible. À tous les points bleus, c'est une molécule. Et donc là, je vous montre ces 3 molécules parmi... On a trouvé 8 molécules jusqu'à présent qui ont une activité, donc qui effectivement accélèrent la formation de centres fer-soufre. Et là, je vous montre 3 tests, 3 validations de molécules, enfin 3 molécules différentes, avec des courbes dose-réponse. Et voilà, et on obtient, alors là, le score, là, les chiffres 2,29, 3,50, 4,40, c'est des facteurs d'activation. La frataxine, c'est 18. Et on obtient quand même des molécules qui sont de l'ordre de 25% de la frataxine à la dose que l'on a testée ici. Alors maintenant, ces molécules, elles marchent très bien sur le système reconstitué sans cellules. Donc là, maintenant, ce que l'on fait, c'est tester ces molécules dans des animaux modèles, dans des cellules, prochainement. Donc là, si on peut cliquer. Merci pour voir l'animation suivante. Voilà, donc on teste ça notamment avec Véronique, qui va vous parler juste après, sur des animaux modèles drosophiles. Et puis je vais vous parler d'une dernière chose, donc ça c'est en cours, on continue à travailler dessus, on espère aussi continuer le criblage avec d'autres molécules, pour trouver d'autres molécules. On a des analogues aussi à tester, voilà. Donc tout ça c'est en cours, et on cherche aussi à bien comprendre le mode d'action de ces molécules, qu'est-ce qu'elles font exactement. Et diapo suivante, s'il vous plaît.
Et là, je vais vous parler de quelque chose de très nouveau qu'on a constaté, pas que nous, d'autres laboratoires aussi. C'est qu'il y a, ça c'est la structure, ce que l'on voit c'est la structure. On va vous laisser juste 30 secondes, une minute, si c'est d'accord. possible. Alors, juste rapidement, là ce que l'on voit dans ces deux structures, c'est que la frataxine en bleu se fixe au même endroit, si vous pouvez faire appuyer, très bien, au même endroit, le même site que la ferredoxine, donc l'enzyme qui intervient juste après pour cliver, libérer le soufre, et ça engendre une compétition entre la frataxine et la ferredoxine. Et donc, dans des conditions où il y a très peu de frataxine, donc chez les patients ataxie de Friedreich, la compétition avec la ferredoxine est d'autant plus importante. Et ça, c'est quelque chose qui est délétère. Et on cherche maintenant à cibler la ferredoxine. En diminuant la ferredoxine, on va améliorer, on espère, la production de sang de fer soufre. Donc voilà, ça résume à peu près tout ce que je voulais dire et aujourd'hui. Ok, merci. Voilà, merci. Merci. Est-ce que les 3 molécules dont vous parliez, elles agissent sur la ferredoxine? Oui, alors justement, c'est ce que je voulais conclure un petit peu là-dessus aussi. C'est qu'on s'est aperçu que, étant donné que les molécules, on les a sélectionnées pour se fixer là où se fixe la frataxine, et que la ferredoxine se fixe au même endroit, eh bien, on a priori, là, dans les molécules que je vous ai montrées, on pense qu'il y en a, on a vu qu'il y en avait une qui modulait la ferredoxine, en fait. Elle diminuait l'effet de compétition. Et elle n'a pas un effet d'accélérateur sur le transfert de soufre, comme fait la frataxine, mais elle aurait plutôt elle diminuerait l'affinité de la ferredoxine, et ce qui, en fait, a un effet positif aussi. Mais on est en train de tester toutes les autres. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? On va avancer. Merci beaucoup. Oui. Merci. Donc, bonjour à tous. Alors, attendez, je vais juste mettre ma caméra. Donc mon équipe, elle utilise le modèle drosophile pour modéliser des pathologies humaines neurodégénératives et cardiaques, dont l'ataxie de Friedreich. Ok, donc la façon dont on modélise l'ataxie de Friedreich chez la mouche, eh bien, en fait, on a introduit des extensions de GAA dans le gène de frataxine de drosophile. Et donc, les mouches obtenues de cette façon-là sont déficientes en frataxine et elles ont tout un ensemble de problèmes. Elles ont une durée de vie courte, elles ont des problèmes cardiaques, elles sont hypersensibles au stress oxydant et elles accumulent du fer dans le cerveau. Et donc, on utilise ces modèles pour développer plusieurs axes de recherche. Alors, les deux premiers sont en interaction avec Benoît, qui vous a expliqué qu'en fait, c'était important que la frataxine et la ferredoxine soient à des niveaux équilibrés pour avoir une synthèse optimale des sangs de fer soufre. Et nous, ce qu'on a observé dans nos mouches, c'est que la frataxine est bien sûr diminuée, mais la ferredoxine est augmentée dans nos mouches. Donc, il y a vraiment un très important déséquilibre entre les deux partenaires. D'où la question, est-ce que diminuer le niveau de ferredoxine pourrait être protecteur? Et c'est ce qu'on a réussi à voir, en fait, en diminuant avec des outils génétiques le niveau de ferredoxine dans les mouches. Eh bien, on a pu observer qu'une diminution modérée, en fait, permettait d'augmenter la durée de vie des mouches déficientes en frataxine. Le deuxième axe, lui, il est en lien direct aussi avec ce que vous a montré Benoît, en fait, puisque les composés qui ont été sélectionnés in vitro et in silico chez Benoît, eh bien, nous les évaluons actuellement chez la drosophile. Donc, on a 6 composés en cours d'évaluation. Ça, c'est un projet qui est soutenu par FARA. Et puis, on a ensuite 2 axes qui sont soutenus actuellement par la FAF. Le premier, en fait, il est lié à une observation qu'on a pu faire, qui est que quand on nourrit les mouches avec un composé qui va piéger le fer dans l'intestin, donc diminuer l'absorption intestinale du fer, eh bien ça permet de diminuer l'accumulation du fer dans le cerveau. Donc ça, c'était relativement attendu, mais ça permet, et on était assez surpris de voir ça, en fait, d'améliorer considérablement la survie et l'activité locomotrice des mouches. Donc en fait, on cherche maintenant à comprendre les mécanismes de cet axe intestin-cerveau. Et puis on recherche des composés qu'on pourrait introduire dans l'alimentation qui pourraient avoir des effets similaires. Et puis enfin, le dernier axe,
il parle encore d'observations qui nous ont surpris au départ, à savoir qu'au fil des générations, nos populations de mouches qui sont déficientes en frataxine, si elles se croisent toujours entre elles, eh bien, en fait, elles se mettent, au fil des générations, à vivre de plus en plus longtemps. Et pour autant, elles ont toujours aussi peu de frataxine. Donc, on cherche à comprendre comment ces populations de mouches deviennent finalement résistantes au déficit en frataxine. Et pour ça, on utilise une approche globale qui s'appelle du RNA-seq, où on va regarder l'expression globale de tous les gènes et chercher des gènes qui sont exprimés différentiellement dans ces mouches résistantes pour essayer de voir si ces gènes sont responsables de cette résistance et ce qui pourrait amener à mettre en évidence des nouvelles cibles thérapeutiques potentielles. Voilà. Et donc pour finir, je voulais vous présenter mon équipe de recherche avec notamment les personnes qui sont directement impliquées dans ces projets Friedreich, donc Emma Turki qui est doctorante, Pierre Delamotte qui a été embauché comme ingénieur grâce au soutien de la FAF, et puis Anne-Philippe. On cherche vraiment à développer parallèlement tous ces axes. Alors évidemment, on est vraiment en ce moment beaucoup axé sur les molécules qui sont issues de Benoît, parce qu'on les a obtenues il y a peu de temps, donc voilà, c'est une des priorités en fait de tester ces molécules in vivo notamment. Mais on essaye vraiment de développer tous ces axes en parallèle. Et je demande quand même à Benoît quelles sont ces 8 molécules. 3 molécules. Alors, les molécules, c'est des molécules qui étaient initialement, la plupart viennent de l'Institut Curie. Moi, je ne vais pas vous les montrer parce que bon, il y a un peu potentiellement des brevets dessus, mais c'est des molécules polyaromatiques, petites molécules. Voilà. D'accord. Ah, il y a une question. J'avais une question pour Véronique. Est-ce que pour elle, elle verrait une alimentation qui permettrait de rétablir cet équilibre? Une alimentation qui permettrait de rétablir cet équilibre. Est-ce qu'il y aurait une alimentation qui permettrait de rétablir cet équilibre? Alors, par équilibre, cet équilibre, c'est-à-dire équilibre frataxine-ferredoxine? Oui, par exemple, oui. Ouais. Ça, en fait, on cherche plutôt, avec Benoît, plus que par l'alimentation, en fait, à trouver éventuellement des mécanismes qui permettraient de rétablir l'équilibre par des approches plus pharmacologiques, en fait. Maintenant aussi, ce qu'on cherche à comprendre, c'est pourquoi la ferredoxine est dérégulée par le manque de frataxine. Ça, c'est aussi un des axes qu'on cherche à trouver. Pourquoi est-ce que la ferredoxine augmente alors que finalement, ça aggrave le déséquilibre. Merci beaucoup. Je suis toujours Stéphanie Borel, orthophoniste. Je travaille dans le laboratoire d'Alexandra Dürr. Et en fait, c'est juste pour introduire la genèse du projet. Donc, je vous présente Anne Ménin-Sicard et Étienne Sicard. Anne est orthophoniste, Étienne, professeur d'informatique. Et en fait, vous savez, je travaille depuis une dizaine d'années avec la FAF. J'ai eu plusieurs projets, Orpha. Je me suis occupée de Speech Attacks aussi. Et c'est vrai qu'il y a une forte demande de la part de Juliette, entre autres, qui lâche jamais rien, pour travailler sur la rééducation orthophonique et la parole des personnes ataxiques. Et donc, moi, je connaissais depuis des années Anne et Étienne qui font des logiciels pour l'évaluation de la voix et de la parole pour les orthophonistes. Ils ont formé des centaines d'orthophonistes et fait des super logiciels. Et je me suis dit, peut-être qu'ils pourraient faire un truc bien aussi pour l'auto-entraînement des personnes ataxiques. Et c'est comme ça que le projet est né. Donc, je leur laisse la parole. Bonsoir. Ça a été une grosse journée. Je vais essayer de tenir le temps. Donc, Madeleine est un logiciel à destination des patients pour améliorer leur voix, leur intelligibilité, leur fluence. Est-ce que c'est vous qui passez la slide, sans doute? Oui. Je vais vous redonner les objectifs. Donc, c'est de mettre à disposition des patients dysarthriques un outil pratique, fiable et ciblé sur leurs difficultés. Permettre aux patients de s'entraîner de manière intensive chez lui à l'aide de modèles sonores et de feedback visuel, donner aux patients des métriques qui permettent de visualiser les progrès et maintenir la motivation du patient dans la prise en charge de son trouble. Donc c'est un projet qui a été financé donc par la FAF
Oui, si vous pouviez passer à la slide suivante. Vous pourriez mettre le micro un peu plus près, s'il vous plaît, sur le menton, ça marchera bien. Ok. Merci. Surtout ce micro. Bon. Donc c'est un projet qui a été financé par la FAF. Donc nous avons une coopération avec Stéphanie Borel de l'Institut du cerveau à Paris et donc la société AMS Logiciel qui édite les logiciels Vocalab et Diadolab que vous ne connaissez pas. Ce sont des logiciels qui sont dans les cabinets d'orthophonie et qui existent depuis des dizaines d'années. Donc après, il y a nos trombines, c'est pour que vous puissiez vérifier que c'est bien nous. Si vous pouvez passer la slide d'après. Voilà, donc on s'est déjà présenté, donc on va aller assez vite. Et moi-même, donc je suis à l'INSA Toulouse et je fais des recherches dans le cadre d'un laboratoire qui s'appelle le LURCO de l'UNADREO. Donc c'est de la recherche pour l'orthophonie. Voilà, et la slide d'après, c'est le point d'avancement. Donc on a défini un certain nombre de tâches. Nous avons implémenté donc le logiciel qui ressemble à ça en version à gauche, la version 0.3 auprès de différents patients, donc 2 patients avec ataxie de Friedreich, enfin 3, pardon, avec 3 orthophonistes donc, qui les suivent. Et ensuite, on commence le déploiement d'une version qui s'appelle la version 0.4, avec des améliorations et une direction artistique et différentes métriques d'évolution pour permettre aux patients pour l'encourager. Ici, c'est le déroulement. Donc, nous sommes dans la tâche rouge, donc les journées de la FAF. Nous allons mettre sur le papier un peu tout ce qu'on a fait. On aura une date importante qui est en septembre, donc sur la spécification du premier outil. Fin d'année, donc 2025, on va présenter à la conférence des orthophonistes. Et ensuite, on a différents tests et une parution officielle en 2026. Alors notre idée, c'est dès le mois de septembre 2025 de faire, moi je l'appelle le Madeleine Aldi, disons que c'est une version très sommaire mais qui marche déjà parce que les retours patients sont relativement intéressants. Donc demain, nous avons un atelier, en fait il y en aura 2, mais c'est le même atelier qui sera refait par Anne et moi-même, donc à 10h45 je crois, en salle 2, et on vous montrera ce logiciel. Il y aura peut-être aussi un des patients qui a testé le logiciel et qui nous a aidé à le faire progresser. Voilà, qui est Jacques Ménildré, que je n'ai pas rencontré. Voilà, j'ai toujours vu sur Zoom, donc ok. On n'a pas eu l'occasion de se voir. Voilà, merci pour votre attention. Notre idée, c'est de ne pas traîner. Donc, vu que les résultats, le retour est bon sur différentes pathologies, incluant la dysarthrie. Donc, notre idée, c'est d'avoir déjà, parce que l'outil marche assez bien, vous allez le voir demain. Donc ce serait de ne pas attendre 1 an et demi, qui était notre date initiale de lancement, parce qu'on voulait se laisser le temps, etc. Alors la direction artistique a démarré, mais ça c'est pour une version 2, avec un environnement très ambitieux, des recherches de financement ambitieuses, mais elles seront en octobre 2026. Donc, normalement, dès octobre 2025, on fait tout ce qu'on peut, on va à fond les ballons. On va essayer de ne pas faire trop de bugs. Donc une orthophoniste lambda, n'importe où en France, pourra prendre contact avec vous pour une mise en place? Oui, alors ça, on pourra en discuter, on ne va pas peut-être perdre trop de temps. C'est le modèle économique, bien sûr. Mais... Juste, je voulais dire, je prends ma casquette de chercheuse. L'objectif aussi, c'est de montrer l'efficacité. Et pour ça, je recherche des financements pour monter des études cliniques pour montrer l'efficacité. Parce que montrer l'efficacité, c'est aussi peut-être après demander un remboursement par les mutuelles, parce que ça commence à se faire dans ces logiciels de rééducation, dans d'autres domaines de l'orthophonie, des remboursements par certaines mutuelles, voire peut-être un jour par la sécurité sociale. Donc pour ça, il faut montrer l'efficacité. Et j'ai eu déjà un premier step d'une demande de financement de la Fondation de l'Avenir qui m'a accepté sur le premier passage. Et je vais déposer un dossier le 15 avril pour le deuxième passage pour essayer d'avoir un peu d'argent pour monter une étude clinique. Oui, si une orthophoniste libérale souhaite rentrer dans ce processus de test pour l'un de ses patients atteints d'ataxie de Friedreich, est-ce qu'elle peut y rentrer ou pas du tout?
Alors, pour le moment, en fait, on a deux dispositifs. Un premier où, effectivement, pour le moment, des orthophonistes rentrent en contact avec nous et on essaye déjà de mettre en place un protocole. Ou si le patient n'a pas d'orthophoniste et malheureusement, on sait qu'il y a des grandes difficultés à accéder aux soins par manque d'orthophonistes, à ce moment-là, ils peuvent rentrer en contact directement avec nous. Et nous, on peut faire déjà des analyses de voix et de parole avec nos outils, qui sont des outils d'imagerie de la phonation, phonation étant voix-parole. Et ensuite, on peut définir déjà, on peut faire une prescription. Et cette prescription est totalement liée aux résultats des analyses. C'est-à-dire, c'est pas une on peut faire une sorte de prescription générique pour les patients atteints d'ataxie de Friedreich, puisqu'on a fait des analyses et qu'on a vu que pour ces patients-là, il fallait tel type d'exercice sur l'affluence, l'intonation, l'intelligibilité et la durée de phonation, par exemple. Ça, ce sont nos quatre grandes métriques. Mais on peut faire encore mieux, c'est-à-dire faire des analyses beaucoup plus poussées et par la suite personnaliser, individualiser, et pour pouvoir faire des prescriptions, une première prescription, une deuxième prescription, pour que le patient, d'abord qu'il ne s'ennuie pas sur les exercices, qu'il ait des exercices très variés, et que ensuite on puisse avoir des métriques pour pouvoir évaluer les progrès presque tous les 3 mois, tous les 4 mois. Donc tout ce modèle économique-là, on est en train de le mettre en place et on est surtout en train d'essayer de chercher des financements aussi annexes pour que vraiment le projet soit ambitieux et que l'outil soit vraiment de très grande qualité, pas seulement dans les exercices, les modèles sonores et visuels, mais aussi dans les métriques et on va dire aussi la motivation, parce qu'on sait que ça va être des entraînements intensifs tous les jours et que si c'est trop lassant, eh bien, on a plus de chances que les patients s'en lassent et puis arrêtent l'entraînement. Voilà.